Donc le médium tombait dans un état de demi-transe et une sorte de brouillard en fait se forme au-dessus de sa tête. Il y avait un baquet d'eau chaude et de paraffine fondue au-dessus de l'eau. Et donc cette forme qui se matérialise, on l'invite entre guillemets à plonger donc dans le bac de paraffine et d'eau chaude afin de récupérer un gant de paraffine dans lequel on va couler du plâtre. Et donc on va récupérer ces moules ensuite finalement d'ectoplasmie. L'idée c'était de plonger dans cette voie de recherche qui était encore inconnue pour élargir notre savoir sur le monde, sur l'homme, etc. Donc c'est vrai que voilà, les recherches psychiques, c'était avant tout une étude, on peut le dire quand même, du spiritisme au tout début, parce que les chercheurs, comme je vous l'ai dit, ils étaient vraiment présents pendant ces séances, mais ils y sont allés avec un regard neutre, un regard encore une fois de savants, de scientifiques, et donc l'idée, au fur et à mesure des années, c'était vraiment d'extraire ce phénomène psychologique ou physiologique de ce contexte spirit et donc l'intégrer dans une nouvelle science, une nouvelle discipline qu'est aujourd'hui la métapsychique. Pour aussi citer les mots de Richet, il disait qu'en recherche psychique, on ne fait pas des adhérents, on veut faire des expériences, on veut expérimenter, on veut observer le phénomène, on veut le reproduire en laboratoire, on veut démontrer sa réalité et connaître ses lois, en fait, comme dans toute science. Je pense qu'il y a encore un tabou assez fort sur le fait que les phénomènes de télépathie, de clairvoyance, de prémonition puissent en effet se produire. Je pense aussi qu'il y a un préjugé qui demeure encore tenace, c'est l'idée du merveilleux autour de ces phénomènes. C'est un aspect qu'on essaye tant bien que mal justement de détruire et de montrer que merveilleux il n'y a pas. Et donc pour les fondateurs de l'Institut et pour nous aussi encore actuellement, la métapsychique est en voie d'être, enfin on espère en tout cas peut-être, mais d'être intégrée à la psychologie classique et à la physiologie. Donc soit les expériences portent donc sur la démonstration de la perception extrasensorielle, donc télépathie, clairvoyance, etc., ou de la psychokinèse. Et donc comment se déroule peut-être une expérience en parapsychologie. Donc on a un ou deux expérimentateurs, on a un ou plusieurs sujets, on a ce qu'on appelle une cible, c'est-à-dire en fait l'information qui doit être trouvée par le sujet. Donc ça peut être par exemple dans le cadre d'une expérience de perception extrasensorielle, on a une enveloppe cachetée, il y a une image, un texte, et le sujet est invité donc à dire ce qui se trouve dans cette enveloppe. Et enfin, on a ce qu'on appelle un obstacle aussi dans l'expérience en parapsychologie, c'est le fait de prouver que l'effet psy va au-delà va dépasser en fait cet obstacle, c'est-à-dire l'obstacle sensorimoteur qu'on a au quotidien, que ce soit un objet physique, une enveloppe cachetée par exemple, c'est l'obstacle. Pour aborder peut-être la question du coup de la survivance, parce que c'est pour le spiritisme, donc selon la doctrine d'Alan Kardec, c'est la manifestation donc des esprits, leur enseignement, et donc pour Alan Kardec, les phénomènes psychiques de manière générale, donc télépathie, clairvoyance, etc., s'expliquent par la manifestation, l'intervention des défunts. Tandis que dès le début de la fondation, dès le début de la métapsychique, pour les chercheurs, comme je vous disais, c'était plutôt l'hypothèse de phénomènes qui nous sont inconnus et qui relèvent de la psychologie et de la physiologie. Sur l'idée que des lieux peuvent être hantés. Donc on parle de poltergeist dans ce cas-là. Au fur et à mesure finalement de la recherche psychique, on a plutôt envisagé l'hypothèse que les phénomènes en question qui se produisent sont catalysés par une personne en particulier, un individu. Et donc, de ce fait, on serait dans le cadre de phénomènes psychokinétiques. Donc, le fait qu'une personne dégage, on ne sait pas trop comment ni trop ce que c'est, mais une force qui fait donc déplacer les objets sur des choses. Donc, il n'y a pas d'idée, quand on parle de hantise,
on n'envisage pas l'idée que des lieux puissent être hantés par des défunts. Comme j'ai dit, donc l'hypothèse des défunts, en tout cas de la survivance, elle n'est pas évacuée par la recherche psychique, mais pour autant, si elle reste aujourd'hui une voie de recherche, elle est vraiment distincte de la voie de recherche de la perception extrasensorielle et de la psychokinèse. En parapsychologie moderne, c'est ça. Pour de bon nombre de chercheurs, il n'y a que les deux grandes voies, donc ESP et PK, et pour d'autres chercheurs, il y a la troisième voie qui est la survivance. Il y a des personnes qui se distinguent souvent, c'est ce qu'on a observé, dans l'une ou dans l'autre classe de phénomènes psychiques. Ce sont des personnes qui sont en effet très, très douées dans la perception extrasensorielle, qui ont des phénomènes de télépathie, de clairvoyance, de prémonition en abondance, mais qui ont très peu d'effets psychokinétiques. Ou à l'inverse, des personnes qui parviennent comme avec les couverts par exemple, des jeunes enfants qui parviennent à déformer des couverts sans l'usage de leur force physique. C'est quelque chose qui était proéminent chez eux, mais qui se restreignait en fait à ce type de manifestation. Donc, ces expériences ont été menées par Yvonne Duplessis, qui était membre de l'Institut Métapsychique International et qui connaissait donc personnellement ces trois enfants et avait entendu dire qu'ils avaient donc ces facultés, en tout cas psychokinétiques. On leur proposait en fait plusieurs couverts et on avait des couverts identiques dans une autre boîte témoin qui était dans une autre pièce et donc qui n'étaient pas déformés, enfin qui étaient à l'abri entre guillemets des adolescents. Et donc les adolescents, soit on leur demandait de ne pas toucher aux couverts, mais sinon on les autorisait, mais sous contrôle évidemment des expérimentateurs, de les tenir dans leurs mains, mais évidemment de ne pas les modifier par leur propre force. Et donc on a aujourd'hui des dizaines de couverts qui ont donc été modifiés sans force physique ou sans force mécanique. Et donc quand on lit les rapports qui sont publiés dans la revue Métapsychique de 1978 et de 1980, il est rapporté que l'expérimentateur, à la fin de l'expérience, quand les outils ont été modifiés, l'expérimentateur lui-même essayait de reproduire ces modifications par force physique ou par force mécanique. Donc pour justement pouvoir comparer à quoi ressemble finalement l'outil quand il est modifié sans contact et à quoi est-ce qu'il ressemble lorsqu'on exerce en effet une force importante sur l'objet en question. On a aussi ce petit objet qu'on peut, en fait on remarque sur celui-ci qui a donc été modifié sans force physique ou sans force mécanique. Donc on voit que le matériel est tout à fait lisse, tandis que quand on a exercé une force mécanique, on voit les stries qui montrent qu'en effet il y a une force qui a été imposée donc à cet objet. Alors quand on a un sujet qui nous semble potentiellement, en tout cas intéressant pour la recherche parapsychologique, on va l'inviter à faire divers tests, dont notamment donc, la PsyWheel, qui est une machine qui vise à démontrer le phénomène de prémonition et de clairvoyance. Donc ça se passe comme si on invite le sujet à placer un objet dans l'un des compartiments qui est en dessous, on referme le couvercle. L'objet va se déplacer, donc il n'y a aucun bruit, on ne voit pas on ne voit pas par la perception, on n'entend rien, donc on ne sait pas où se trouve ensuite l'objet. Et on va inviter donc la personne à appuyer sur le bouton qui correspond à la place à laquelle se trouverait potentiellement donc l'objet. On a aussi l'expérience du Ganzfeld qui s'est développée dans les années 1960 aux États-Unis. Et en fait, le protocole Ganzfeld s'est vraiment focalisé sur la démonstration de la télépathie. Parce que de nombreuses études auparavant ont en effet révélé que les états modifiés de conscience ou l'hypnose, la méditation, pouvaient favoriser l'apparition du phénomène psy. Donc l'idée justement, c'est de placer le sujet en état d'isolation sensorielle afin de tester cette hypothèse de travail sur la télépathie.
Donc le sujet psy qui possède le casque audio et qui est dans un état de calme, de relaxation, est placé dans une pièce. La personne, donc c'est un autre sujet, c'est pas l'expérimentateur, un autre sujet a en face de lui une photo qu'on a tirée au hasard, et donc on invite la personne qui possède la photo à se concentrer sur celle-ci, et à la personne qui est dans l'autre pièce à décrire justement les images qui peuvent lui venir. Et voilà, donc on cherche à réveiller cette sensation qui potentiellement est présente mais cachée au quotidien, donc on ne l'entend pas parce que, voilà, comme je disais encore tout à l'heure, on est baigné dans des stimuli externes et internes constants. Et donc l'idée, voilà, c'est de baisser cette ambiance, cette atmosphère de stimulation permanente pour justement voir ce qui peut émerger et si justement ces informations de perception extrasensorielle émergent quand le mental et les sensations physiques sont apaisées. On a donc, je disais, quand on reçoit un sujet psy, donc on lui fait passer entre guillemets une batterie de tests, pour pas employer une expression qu'on utilise en médecine, mais dont notamment les enveloppes cachetées, dont je parlais aussi tout à l'heure. Donc on a plein de petits cartons avec des enveloppes voilà, très différentes, que ce soit des photos, des textes. On peut aussi avoir une petite carte mémoire, une carte SD, sur laquelle il contient un son. Et donc on va tendre du coup cette enveloppe au sujet et lui demander, sans bien sûr, sans l'ouvrir, de nous dire ce que comporte cette enveloppe. Alors, les moulages sont les résultats d'expériences qu'on appelle d'ectoplasmie. Donc, ce sont des expériences qui ont été menées principalement par le docteur Gelet en 1920 avec le médium Kloski qui venait de Varsovie. Il y a eu 14 séances en tout, il y en a 11 qui ont réussi et Gelet a obtenu en tout cas 9 moulages, dont 7 de main et 1 de pied, et 1 c'était un morceau les lèvres et le menton de cette substance ectoplasmique. Donc comment est-ce que ça se produit? Le médium donc est encore une fois en demi-transe et une sorte de brouillard en fait se forme au-dessus de sa tête et il y a des points lumineux qui apparaissent. Et en fait ces points lumineux vont donner certaines formes, donc comme des mains, des doigts, parfois des pieds ou une partie du visage. Et donc cette forme qui se matérialise, puisqu'on utilise aussi parfois ce terme, on l'invite entre guillemets à plonger donc dans le bac de paraffine et d'eau chaude afin de récupérer un gant de paraffine dans lequel on va couler du plâtre et donc on va récupérer ces moules ensuite finalement d'ectoplasmie voilà, après ces formations comme ça de cette substance vaporeuse dont on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Il y a des hypothèses. Pour les spirites, donc évidemment c'est une matérialisation d'un défunt, en tout cas de la partie d'un défunt. Pour Gelet, lui, il envisageait ces phénomènes comme des phénomènes biologiques. Et ce que Gelet a remarqué, c'est que cette substance semble très liée à la sensibilité du médium. Pour lui, c'était une preuve que c'était aussi encore une partie du médium, une partie de l'organisme en tout cas du médium qui était extériorisée dans ces phénomènes de matérialisation ou d'ectoplasmie. C'était sa manière d'expliquer les phénomènes et donc d'abandonner de ce fait l'hypothèse spirit. Pour lui, donc, c'est pas une matérialisation de mains de défunt ou de visage, de visage de défunt ou autre, de proche d'esprit. C'était vraiment un phénomène biologique qui était encore une fois inconnu par la science officielle et c'était en tout cas voilà, l'hypothèse qu'il a émise à la suite de ces séances et de ces moulages. Il y a vraiment tout type en fait, de matérialisation et principalement en fait, quand on observe des tailles de mains qui ne correspondent pas aux médiums ou aux expérimentateurs, c'était en tout cas un argument en faveur de l'authenticité en tout cas des moulages. Parce qu'évidemment on peut dire que voilà, tous ces moulages sont des fraudes et donc à ce propos, Gelet a présenté ces moulages à un inspecteur de police
qui a en effet témoigné du fait que les empreintes ne correspondaient pas à celles du médium ni des expérimentateurs. Sainte-Thérèse demandait à Mario de placer un livre sur le bord d'un bureau et de lâcher ce livre, et il était observé que ce livre restait quelques secondes collé sur la paroi du bureau. Donc ces études, elles ont commencé en octobre 2021. Il y a eu une première session de 3 jours, puis une deuxième en juin 2023, donc l'année dernière, récemment. Et donc, il se trouve, en tout cas c'était l'hypothèse, c'est ce qui devait être observé, c'est que cette personne, donc ce professeur d'arts martiaux, Sainte-Thérèse, avait ou semblerait avoir des facultés psychokinétiques développées. C'est-à-dire qu'il était capable, sans toucher certains objets, de les déplacer, parfois d'allumer certaines... par exemple un tube fluorescent qu'il est parvenu à allumer sans contact, ou à faire démarrer des voitures automobiles, vous savez, des voitures automobiles, des petites voitures électriques sans les toucher finalement. Donc voilà, donc l'intention en fait de ce premier voyage, de cette première session d'études, c'était d'observer ces phénomènes psychokinétiques en question, de connaître cette large palette de pouvoirs, de facultés plutôt, j'ai l'impression de parler de pouvoir, mais de facultés psychokinétiques. Et donc Mario s'est rendu avec Mario Varvoglis, le président, avec Éric Dulin. Ils se sont rendus donc en Grèce et ils lui ont fait passer plusieurs tests. Donc en effet, dans les rapports qu'on voit, donc dans les enregistrements vidéo, on observe que Sainte-Thérèse est capable de produire une rotation d'un petit objet en fait en papier, sous conteneur en verre ou non, donc sans les toucher, ou de déplacer aussi des couverts. Et donc l'hypothèse c'était que l'influence de Sainte-Thérèse est produite par un phénomène électrostatique du champ électromagnétique qu'il serait capable de produire ou de dégager. Donc ça c'était l'hypothèse avec laquelle ils sont partis, en tout cas avec laquelle ils ont quitté Sainte-Thérèse, après avoir observé donc, tous ces phénomènes psychokinétiques. Ils sont partis en disant on va essayer de tester de nouveau cette hypothèse lors de la prochaine session. Donc ils y sont retournés donc, en juin 2023, ils ont de nouveau observé des phénomènes de psychokinèse, les mêmes types. Et ils ont essayé de nouveau de tester cette hypothèse, et ils ont observé qu'en effet avec une cage de Faraday sur certains objets, il n'y avait pas d'effet psychokinétique. Donc l'hypothèse du champ électromagnétique est encore plausible, est encore valable, mais pour autant, encore une fois, elle n'est pas confirmée, mais ce sont des recherches en cours. En effet, c'est suivre les modèles de la science classique, donc l'observation, la répétition, le contrôle, de reproduire sans cesse les mêmes expériences. Le problème, c'est qu'en effet, on peut reproduire l'effet psy dans le cas d'un laboratoire, mais pas toujours. Et en science, il faut que ce phénomène soit reproductible à volonté, et systématiquement. Et en parapsychologie, c'est pas le cas. Parfois ça marche, parfois ça fonctionne pas. Mais pourtant, quand ça marche, quand même, c'est déjà quelque chose. Et le problème, c'est que c'est ce quelque chose qu'on a du mal à connaître, à attraper. Mais c'est déjà tellement, et en fait, je pense que c'est ce pourquoi l'Institut existe. Certes, on a du mal à le reproduire en laboratoire, en tout cas avec les instruments qu'on a et la méthode qu'on suit, ou les méthodes qu'on peut suivre. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche d'autres méthodes, justement, pour pouvoir s'adapter au phénomène, même si en principe en science c'est l'inverse. En même temps on étudie la matière inerte, donc elle n'a pas de... il n'y a pas de problème, on peut lui faire... on peut la travailler comme on veut, tandis qu'en parapsychologie, encore une fois, on travaille avec des individus, avec des psychismes, avec des individualités qui ont leurs désirs, leurs humeurs, leurs envies, c'est quelque chose qui fluctue. Donc c'est un objet d'étude qui est très différent de l'objet de la physique classique ou de la science moderne en général. Donc c'est ça aussi qui rend un petit peu difficile, en tout cas je pense qu'il fait que certaines personnes ou certains sceptiques peuvent dire que la parapsychologie par exemple n'est pas une science, mais on n'a pas aussi le même objet d'étude,
Et encore une fois, voilà, les phénomènes parfois nous échappent, parfois ils sont brillants, parfois c'est un échec. Mais pour autant, le fait de l'observer fait que l'Institut demeure et que les chercheurs continuent de travailler et d'essayer de démontrer ces phénomènes parce que parfois il y a quelque chose qui se produit.